Haman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 janvier 2021 et vous écoutez le journal des stratèges et c'est le numéro 23. Alors, nous avons un sommaire très bien fourni aujourd'hui, surtout dans la partie économie, donc j'essaierai d'être le plus synthétique possible. Allez, on commence avec, dans l'économie, la dette de la France qui s'arrache sur les marchés, mais son avenir inquiète. Le tourisme français et le plongeon. Françoise Benamou, la célèbre économiste, qui nous dit que la culture a un prix et il faut apprendre à faire payer. Le Royaume-Uni est malheureusement 250 000 faillites de PME attendues s'il n'y a pas de nouvelles aides. Les banques mondiales qui ont écopé des plus grosses amendes dans le monde en 2020. Et la désobéissance dite « nous ouvrons » quand les commerçants suisses et allemands se rebellent. Dans les technologies en Afrique, une technologie e-civile pour enregistrer les bébés. Dans l'impact et le développement durable, le projet Oceanix City, qui est soutenu par l'ONU et qui vise à créer une ville flottante autonome et modulable pour accueillir dès 2040 les premiers déplacés climatiques. Puis ensuite, les villes intelligentes, humaines et durables, le modèle japonais. Allez, c'est parti, on commence tout de suite dans l'économie, avec la dette de la France qui s'arrache sur les marchés, mais son avenir qui inquiète. Alors la France, qui a emprunté un montant record de 260 milliards d'euros à moyen et long terme en 2020, et apparemment l'agence France Trésor, l'AFT, prévoit de lever des montants équivalents pour 2021. Alors pour rappel, la dette de la France est déjà de plus de 116% du PIB, mais pour l'instant c'est toujours possible de la combler et d'emprunter assez facilement puisqu'on emprunte à ce qu'on appelle taux négatif. Alors, le pays s'est engagé à verser en moyenne moins 0,30% d'intérêt l'an dernier à ses nouveaux créanciers, tout type d'échéance confondue. Alors, autrement dit, pour résumer, ce sont les investisseurs qui payent l'État pour détenir sa dette. Et il faut dire qu'apparemment, à ce niveau-là, c'est du jamais vu. Alors, le résultat est que 39 milliards d'euros ont été acquittés en charge d'intérêt en 2020 par la France, soit 1,6% du PIB. Et c'est le ratio le plus bas depuis plus de 20 ans. Donc, on pourrait quasiment considérer qu'emprunter, en ce moment, c'est une bonne affaire. Mais on verra que sur le plus long terme, ça reste toujours périlleux et dangereux. Alors, cette situation qui, pour le moment, je le répète, est favorable, la France et ses voisins la doivent à la Banque Centrale Européenne, qui achète massivement de la dette pour lutter contre la crise. Mais voilà, c'est le problème qui se pose, c'est ensuite, le moment où la Banque Centrale Européenne ne rachètera plus la dette française et les autres dettes européennes. Eh bien, il faudra rester vigilant à l'évolution du contexte de marché, aux dynamiques d'offres et demandes et à la soutenabilité à long terme de nos finances publiques. C'est ce que nous dit Anthony Requin. Alors, je vous rappelle vite fait, mais tous ces articles, vous les retrouvez dans la newsletter, la lettre des stratèges de Haman Benson Stratégie, où tout est développé, et on vous donne également les sources pour les retrouver plus facilement sur le net si vous souhaitez développer un peu plus vos connaissances. Allez, je termine parce que il faut bien rappeler que il y a une règle normalement dans l'Union Européenne, une règle qui a été fixée par Bruxelles, et c'est le pacte de stabilité et qui impose
normalement à la dette des États européens de rester sous 60%. Alors, pour rappel, on est aux alentours de 120%, comme je vous ai dit précédemment. Donc, dans tous les cas, si on pense que l'Union européenne reviendra au dogme, on peut dire, eh bien, il va falloir éponger à peu près 60 points de dette. Pour l'instant, si on ne l'augmente pas au fur et à mesure de l'année 2021. Allez, on passe au tourisme français et le plongeon, et le chiffre serait de 89 milliards de pertes pour l'année 2020. Alors c'est un plongeon de moins 41%. Et pour cause, puisqu'on a la quasi-absence de touristes étrangers, ça représente moins 32 milliards d'euros. Seuls les Belges, les Allemands et les Néerlandais ont daigné venir l'année dernière. Alors, il y a des régions beaucoup plus touchées que d'autres, notamment l'Île-de-France, l'Auvergne et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, le palmarès, c'est bien entendu l'Île-de-France en premier, avec moins 23,1 milliards d'euros de recettes touristiques. Allez, on continue avec l'économiste Françoise Benamou, qui nous incite à de nouveaux modèles économiques pour la culture. Apparemment, selon elle, il y a des pistes qui se dessinent et qui prennent en compte des dérives que l'on n'a plus observées. Alors, des dérives à plusieurs niveaux. Lequel ? Le Star System pour les grands festivals qui avaient des dépenses trop onéreuses dans les cachets des artistes. Également, des artistes qui viennent du monde entier avec une empreinte écologique trop importante. Alors dans le numérique, apparemment, ce qu'elle pense, c'est qu'il faut respecter davantage les artistes. La culture a un prix et il faut apprendre à la payer. Et notamment, si vous avez suivi, il y a plusieurs artistes qui ont développé eux-mêmes leur plateforme, et sorti eux-mêmes leur plateforme, et qui ne passent plus, donc par exemple, comme vers Deezer, Spotify, etc. Vous avez Pascal Obispo, notamment en France, qui a lancé, je crois que c'était la semaine dernière, sa propre plateforme, pour du coup pouvoir être rémunéré comme il le pense logiquement, et ne pas passer par Deezer ou Spotify qui se serviront au passage. Alors, il y a aussi un autre problème selon Madame Benamou, il existe beaucoup trop de nouvelles productions qui ne trouvent pas leur public, et elle pense qu'il y a une forme de gâchis et qu'il va falloir rompre avec ce système. Donc c'est par exemple la multiplication des films comédies au cinéma qui sont de très moyenne qualité et que personne n'allait voir, et en plus les comédiens stars étaient rémunérés très très bien pour un retour médiocre. Allez, on passe au Royaume-Uni, et malheureusement, la faillite prévue de 250 000 PME attendue sans nouvelles aides. Alors, apparemment, selon le FSB, la Fédération des petites entreprises anglaises, après le Brexit et également le Covid, il est très probable que 250 000 PME anglaises disparaissent en 2021. Alors, il faut savoir que près de 5% des 1400 entreprises sondées pour cette étude prévoient de fermer cette année sur environ 5,9 millions de PME au Royaume-Uni, précise le FSB dans un communiqué. Près d'un quart des PME, 23%, ont réduit leurs effectifs au cours du dernier trimestre, contre 13% au début de l'année passée, et 14% disent qu'elles seront forcées de supprimer des postes sur les 3 mois à venir. Donc, apparemment, des aides pourraient encore les sauver, mais il faut toujours considérer l'hypothèse des entreprises zombies, et plus on va continuer à les aider, plus elles vont survivre, mais alors qu'elles ne sont pas viables. Donc, il faut vraiment choisir les secteurs dans lesquels on va pouvoir distribuer des aides.
il faut savoir que l'autorité britannique des marchés, la semaine dernière, avait évalué dans une autre étude que quelques 4000 sociétés financières, surtout de petite et moyenne taille, risquaient de mettre la clé sous la porte. Alors c'est sûr que c'est pas très positif pour le Royaume-Uni pour le moment. On verra ce qu'il adviendra dans le futur. Voilà, la suite. Et les banques qui ont écopé des plus grosses amendes dans le monde en 2020. Allez, le palmarès avec Goldman Sachs qui a eu une amende de 3,3 milliards d'euros pour avoir fermé les yeux sur le pillage du fonds souverain 1MDB. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, peut-être c'est 1MDB, qui est censé contribuer au développement économique de la Malaisie. Et l'ancien Premier ministre du pays a été condamné à 12 ans de prison, ainsi que ses proches, du coup, pour pillage de ce fonds souverain, et donc Goldman Sachs puni pour une sorte de complicité. Deuxième, une autre banque américaine, Wells Fargo, donc, qui a pris une amende de 2,53 milliards d'euros pour les millions de faux comptes créés par l'établissement financier, pas français, pendant de nombreuses années. Je vous invite à aller voir toute l'histoire, c'est assez savoureux. La première banque européenne, c'est Swedbank avec 360 millions d'euros pour les graves lacunes, même on peut dire, dans sa gestion de risque de blanchiment d'argent. Ensuite, on peut voir les banques françaises, elles n'ont pas eu de grosses amendes, qui ont été, elles en ont eu quand même quelques-unes qui ont été données par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. C'est 2,8 millions d'euros d'amende au total pour 6 d'entre elles pour la facturation de frais excessifs lors des paiements par carte bancaire. Si vous suivez notre newsletter, vous avez déjà lu ces informations. Allez, on continue avec la désobéissance, nous ouvrons, des commerçants suisses et allemands. Alors, je ne veux pas vous le dire en allemand, tiens, je vais essayer. Wir machen auf, nous ouvrons. C'est le slogan d'un groupe de commerçants suisses et allemands lassés des mesures de confinement leur imposant de fermer boutique. C'est un groupe suisse notamment dans lequel le mouvement compte à lui seul près de 10 000 membres, donc c'est pas rien. Et il faut savoir donc hier, le lundi 11 janvier, près de 300 commerçants ont répondu à l'appel du mouvement Wir machen auf et ont ouvert boutique en Suisse. Donc c'est selon l'agence de presse suisse Keystone SDA, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Allez, on passe aux technologies. En Afrique, une technologie e-civil pour enregistrer les bébés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Depuis 6 ans, les ingénieurs burkinabés Adama Swadogo et français Francis Bourrière proposent un dispositif innovant qui permet l'enregistrement des naissances à distance qu'on appelle e-civil. Alors, quel est le principe ? On va vous l'expliquer en quelques phrases. Lorsqu'un enfant naît, la sage-femme lui remet un bracelet doté d'un code à bulle unique et aléatoire et d'un code QR. Elle entre ensuite les données de l'enfant sur son téléphone portable par le biais d'une application dédiée. Celles-ci sont transmises au serveur central d'e-civil afin de générer automatiquement l'acte de naissance qui peut ensuite être retiré dans n'importe quel centre d'état civil du pays et à n'importe quel moment, et le tout sur présentation du bracelet. Alors, ce système abolit d'une part l'obligation de faire ses démarches d'état civil dans sa commune de naissance et d'autre part le délai légal d'enregistrement de l'acte de naissance. Et apparemment, plusieurs pays envisagent de s'équiper de ce même dispositif d'enregistrement à distance. Allez, on continue avec l'impact et le développement durable. Il y a un projet qui paraît pharaonique et assez fou pour le moment, mais qui sera très très vite d'actualité. Et c'est
Oceanics City. C'est un projet soutenu par l'ONU qui vise à créer une ville flottante autonome et modulable pour accueillir dès 2040 les premiers déplacés climatiques. Et en parlant d'îles flottantes artificielles, je vous conseille de regarder sur Netflix le film L'île de la Rose qui parle d'une île artificielle dans les années 60 au large de Rimini en Italie. Alors, c'était pas pour le même but, mais parce que ici c'est pour lutter effectivement contre les déplacés climatiques et pour les aider surtout plutôt que pour lutter. Alors, donc cette Oceanic City, ça a été conçu par l'architecte danois Bjarke Ingels pour le compte de la startup Oceanix. Et ce concept avant-gardiste de ville flottante pourrait voir le jour avant 2040. Et donc ça serait une terre d'asile à 1 km de nos côtes qui pourrait servir à toute personne qui aurait besoin de se réfugier s'ils ont perdu leur habitat à cause de problèmes climatiques. C'est un peu une sorte de gigantesque arche de Noé des temps modernes. Alors apparemment elles ont été conçues pour résister à toute forme de catastrophe naturelle, inondation, tsunami ou encore ouragan de catégorie 5. Elle est constituée de 6 plateformes hexagonales de 20 000 m² chacune, accueillant 300 résidents. Alors sur place, et c'est là que ça devient intéressant comme principe, on y retrouve des jardins botaniques, des restaurants, des boutiques, mais aussi écoles, hôpital ou encore un commissariat, et des bâtiments entièrement démontables qui seront construits à partir de matériaux durables, bambou, bois, limités à une hauteur de 7 étages pour garder un centre de gravité assez bas. Et dans cette cité, à l'empreinte carbone neutre, le réseau électrique est alimenté via des panneaux solaires, des mini-éoliennes installées sur les toits. Et nous avons aussi des bouées chargées de convertir l'énergie des vagues en électricité qui sont également installées tout autour de l'île. La nourriture qui est disponible, elle est produite localement. Sous l'eau, poissons, crustacés, paralourdes, huîtres ou encore des moules. Et les fruits et les légumes poussent dans les jardins à l'air libre ou d'immenses serres utilisant des techniques de culture hors sol de manière à limiter les besoins en eau. Alors c'est aussi une ville sans poubelle grâce à des bornes dont le contenu sera automatiquement aspiré et acheminé vers un terminal de collecte via un réseau de tuyaux souterrains. Alors, ce cabinet, le cabinet Bjarke Ingels Group, est déjà à l'origine de logements flottants à Copenhague, au Danemark, bien évidemment. Et il travaille déjà avec la NASA sur des habitats lunaires. Il a reçu le soutien du MIT et du Club Explorer, un groupe de scientifiques soutenant l'exploration terrestre et spatiale. Voilà. Alors, je vous invite, bien entendu, à regarder par vous-même à quoi ça ressemble en images parce que c'est très beau et c'est très intéressant comme concept puisqu'on pourrait quasiment créer ce modèle d'habitat ou du moins transférer ce modèle d'habitat pour nos villes et villages actuels. Justement, on passe aux villes intelligentes, humaines et durables, le modèle japonais. Et plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Mais au Japon, la proportion atteint 92%. Allez, on voit le modèle à Fujisawa Sustainable Smart Town, qui compte environ 2000 habitants. Alors, toutes les maisons là-bas à Fujisawa sont équipées de panneaux solaires, de systèmes de contrôle intelligents qui permettent aux résidents de suivre leur propre consommation d'énergie, mais également celle de la communauté. Ils sont invités à réduire le plus possible les émissions de CO2. Ils sont encouragés à faire du vélo et à partager des véhicules électriques. Vous avez également une autre ville qui s'appelle Kashiwanoha, où notamment un bâtiment est recouvert de panneaux solaires et de
plantation, c'est la centrale électrique qui a un système de cellules de stockage lithium-ion du Japon, mais aussi de générateurs solaires ou de secours alimentés au gaz. Le réseau géré par le Smart Center de la ville peut aussitôt réagir à une coupure de courant et dispose d'une autonomie de 3 jours. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal des stratèges du jour. Bien évidemment, je vous demande de vous abonner si cela vous a plu, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur nos podcasts, partout. Si vous voulez suivre la newsletter, même chose. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao.